Alors, vous avez deux micros qui vous attendent là-bas. À la destination, à l'attention à la fois des traducteurs et des personnes qui ont un casque en ce moment, pour les personnes qui vont poser leurs questions en anglais, Laurent et Laurent vont la reformuler en français. Voilà, de telle manière que tout le monde puisse suivre et vont répondre en français. Ce qui fait que, messieurs, dames, les traducteurs, vous pouvez continuer seulement à traduire en anglais. Voilà, je vous remercie. Et alors, donc on a deux personnes qui sont disponibles pour passer les micros dans l'assistance. Voilà, ben je lance le Q&A. Allez-y. Qui veut commencer? Une personne là-bas au fond. Il y a des personnes au fond, Michael. Je ne suis pas comme Thibaut, j'accepte les questions méchantes. Je ne suis pas sûr d'y répondre. Hein, mais... Oui, bonjour. On nous a mis à disposition depuis un an un superbe outil qui s'appelle Tao, où l'on remonte des incidents, où l'on donne des bas exemples. Souvent, les incidents sont transformés en bugs. Ils sont notés par le support reproductible, hyper urgent, tout ce qu'on veut. Donc la question est simple, c'est comment on fait pour que ces bugs soient corrigés? Et la question qui en découle, ne faut-il pas, une fois que le bug est remonté et reproductible par le support, avoir un lien sur le forum, alors peut-être que pour les partenaires, je ne sais pas, mais que ça puisse profiter à l'ensemble de tout le monde, ou alors il faut-il soi-même poster d'abord sur le forum avant de poster sur Tao, alors que c'est l'outil prévu pour. Alors, effectivement, il y a un certain délai. Tu veux répondre? Non, je vois Aziz. Ouais, je peux répondre, parce que Tao, c'est au niveau du support technique. Donc, quand vous postez votre incident sur Tao, qui est par la suite transformé en bug, donc vous bénéficiez de la réactivité du support. Et après, effectivement, donc commence une discussion avec l'équipe qualité pour faire une priorité par rapport donc, aux bugs à corriger. Et effectivement, certains bugs peuvent prendre un certain temps à être fixés parce qu'il y en a d'autres beaucoup plus prioritaires qui bloquent la production de la base. Donc ces bugs peuvent passer en priorité. il faut savoir qu'on essaie vraiment de mettre l'accent sur la correction des bugs. On a quand même engagé un certain nombre de personnes pour ça maintenant. Donc, bon, il leur faut du temps pour se mettre dans le bain et un peu maîtriser le produit, mais on a augmenté les équipes justement pour essayer de réduire le temps de correction des bugs. Alors, c'est pas encore parfait, j'espère que ça va s'améliorer avec le futur. Oui. Johnson ? Oui. Qu'est-ce que va devenir la fenêtre MDI de la version Windows? Puisqu'à priori, je crois que le MDI a l'air d'être plus tout à fait la norme. L'idée que c'est plus tout à fait la norme, c'est toujours utile d'avoir une fenêtre MDI. Le modèle MDI est toujours utile dans certains cas, en particulier dans les cas d'une application qui gère plusieurs fenêtres documents. Donc plutôt ça permet d'avoir quand même une barre de menu unique pour un ensemble de documents, donc c'est toujours recommandé par Microsoft. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de cas où ce n'est pas nécessaire, et on prévoit dans un futur plus ou moins proche de vous proposer, alors ce ne sera pas pour l'environnement de développement 4D, parce qu'on considère que l'environnement de développement 4D sous Windows, il est toujours pertinent de le faire tourner dans un modèle MDI. Par contre, vos applications tournant en mode engineé, vous pourriez avoir le choix du modèle SDI ou MDI. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Bonjour, Luc Potron de Trias. Moi, je voulais juste vous demander, au niveau de votre politique commerciale, il y a des choses qui sont un petit peu énervantes. Enfin, on vend pas mal de 4D serveurs, etc. On a une base installée de pas mal de clients. Et j'ai notamment un client qui a des serveurs, une vingtaine de 4D clients, en 2004. Et donc, il a une base qui fonctionne très bien, des machines qui sont adaptées. Et il y a 2 mois, on avait besoin de racheter un client supplémentaire pour une 2004. Et ça a été pratiquement du domaine de l'impossible d'obtenir un numéro de série qu'on aurait acheté au prix de la V13, peu importe. Mais 4D se refuse à vouloir vendre ce genre de choses. Alors est-ce que ce genre de choses va continuer? Est-ce que vraiment vous ne voulez plus les vendre?
Et sachant que le client, de toute manière, ne peut pas faire de mise à jour en V12 ou V13, puisqu'il faudrait qu'il change son parc de machines, et le coût est exorbitant par rapport à ça. Alors, il y a toujours des cas particuliers, effectivement. Bon, j'imagine que vous avez quand même pu obtenir cette licence. Bon, on essaye mais je sais que ça a été épique. Globalement, on essaie quand même de faire en sorte que la 2004 soit le plus possible un objet du passé. Bon. Je sais qu'il existe encore des parcs qui utilisent la 2004, il y a encore des versions. Bon. C'est difficile pour nous de maintenir beaucoup de versions. Le problème, c'est que si on commence à revendre des licences 2004, après on va nous demander de maintenir la 2004. Bon. Et là, actuellement, on a beaucoup de versions à maintenir déjà, rien que les versions courantes. Beaucoup de bugs à corriger. Donc si on doit en plus maintenir la 2004, ça va être compliqué. Donc, non, je ne parlais pas de maintenir la version. Ça, on est d'accord, ça fonctionne. Et je comprends très bien que vous ne la fassiez pas évoluer. Par contre, le fait de racheter une licence supplémentaire, ça implique simplement de générer un numéro de série. Je pense que vous avez conservé le programme qui est généré à l'époque pour la 2004 et que ça ne doit pas être une tâche énorme de faire ce genre de choses. C'est vrai, mais le but, c'est d'inciter à ne pas trop le faire quand même. Donc, alors, je comprends qu'il y ait des cas particuliers, mais on essaie quand même d'éviter de le faire. Il y a aussi certainement un aspect juridique, c'est-à-dire que si on vous vend quelque chose, on a l'obligation légale d'assurer un minimum de garantie de ce que l'on vous vend. Or, nous ne sommes plus en mesure d'assurer ce service de garantie sur la 2004. Oui, comme dit mon voisin, vous n'avez qu'à le donner à ce moment-là. Non, mais on peut... Ça ne nous désengage pas, juridiquement. Nous avons, si vous utilisez quelque chose qu'on vous fournit, que ce soit payant ou gratuit, il faudrait en échange qu'on vous fasse éventuellement signer une décharge de responsabilité. Voilà, enfin, ça devient compliqué. Sans problème dans ces cas-là. Et pour la petite histoire, il y a quelqu'un hier sur le forum qui a une problématique similaire, qui a besoin de compiler une version 2004 et qui s'en sort pas, quoi. Donc je ne suis pas le seul, je pense, à avoir ce problème. Bonjour. J'ai une question sur l'ouverture de 4D au cloud, tout simplement. J'ai un client qui a besoin de pouvoir envoyer des grosses données, en l'occurrence de la vidéo, sur Amazon S3. Et je cherche désespérément depuis 2 jours une solution pour pouvoir envoyer un protocole. On peut le faire en FTP, on peut le faire en SFTP, mais Amazon a un protocole particulier qui est le protocole S3. Et même Kaizuki m'a envoyé une information qui tournerait en V12, on est en train de la tester, mais j'ai rien sur la V13, et donc on a été obligé de monter un truc en PHP. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va exister pour les grosses données, quoi? Alors, de ce que j'en sais, S3 fournit un protocole d'accès en HTTP. Oui. Donc, depuis la V13, vous avez un client HTTP qui vous permet d'uploader ce que vous voulez sur S3 en HTTP. En gérant le protocole de phrases secrètes, etc. Parce qu'ils ont un protocole très particulier, S3. Oui, alors après, c'est à vous de l'implémenter, mais c'est au-dessus de HTTP. Il n'y a pas de... Je sais que par exemple, Microsoft Azure travaille aussi en HTTP, mais nécessite la gestion d'un certificat SSL côté client, ce qu'aujourd'hui, on ne supporte pas encore dans 4D. Mais ce n'est pas le cas avec Amazon. Et en S3, c'est effectivement un protocole, mais qui est une surcouche de HTTP, donc basé sur du texte que vous pouvez gérer vous-même. Parce que normalement, là on a été obligé de le gérer à travers du PHP ou du curl, mais sauf que 4D ne gère pas bien le curl, enfin on le gère mal, et on a beaucoup de pertes sur le PHP, et donc là peut-être avec le plugin de Kaizuki on va pouvoir faire quelque chose, mais on va être obligé de rester sur de la V12. Non, vous n'êtes pas obligé de le faire en PHP ou en curl. Ça vous demande une certaine analyse. Il faut regarder dans la stream text, en fait, quelles sont les différentes phrases utilisées par Amazon. Après, c'est du texte. Quand vous allez envoyer votre information avec les commandes HTTP de 4D, vous mettez les mêmes informations avec les différents paramètres et vous pouvez le gérer vous-même. C'est sûr, il y a une partie analyse. Il va falloir comprendre ce protocole. J'avoue que je ne le connais pas moi-même comme ça, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement compliqué. C'est l'avantage, en fait, d'être entièrement en texte. C'est lisible par un être humain, en fait. Il n'y a pas de stream binaire encodé dans les paramètres envoyés. Ok.
Ok. Enfin, c'est pas les retours que j'ai eus, mais bon, on va reanalyser la chose. Alors, la réponse, c'est que nous, on n'a pas essayé nous-mêmes avec le produit 4D. Alors, quand on a fait déjà certaines expérimentations avec Wakanda, Amazon fournit des SDK purs JavaScript. Donc on sait que ça ne passe que, dans ce cas-là, ça passe que par du HTTP. C'est que en clair, c'est des protocoles en clair. Et je ne vois pas d'impossibilité technique, si on peut le faire en pur JavaScript, de le faire aussi en 4D facilement avec la V13, puisqu'il y a un HTTP client fourni en standard dans la V13. On va essayer. Merci. D'autres questions? Ici, on a une question devant, après. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur le déploiement. Quand on est éditeur, on a en général des clients qui n'ont pas tout à fait le même profil et qui ont des volumes de données qui peuvent être du simple au décuple. Et donc, quand on déploie un progiciel, on est entre autres obligé de régler le cache pour chacun des clients qu'on déploie. Ce qui n'est pas pratique actuellement quand on déploie, c'est que quand vous avez une configuration, vous avez 150 clients, vous mettez votre version en route, et puis tout de suite, vous en avez 20 qui se connectent et vous avez à peine le temps d'appuyer sur le bouton interdire les connexions qu'il y en a déjà 20 qui sont connectés. Donc, est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'avoir soit une méthodologie de démarrage qui empêche toute connexion et qui permette de faire ce travail, puis de lancer la possibilité de se connecter, soit une possibilité que les paramètres essentiels comme le numéro du port, la quantité de mémoire allouée au cache, soient externalisés et que 4D les prenne à l'ouverture pour pas qu'on ait à le faire. C'est une excellente idée et d'ailleurs c'est disponible en V13. Ah, ben voilà, des bonnes nouvelles. Merci. Vous avez la possibilité en V13, donc c'est une option de sécurité. Il faut d'abord que vous autorisiez d'externaliser certains settings, certains paramètres de la base en dehors du fichier de structure de la base. Ouais. Donc vous allez dans les paramètres de la base pour autoriser cette option. À partir de là, le menu dans 4D qui vous permet d'éditer les paramètres de la base se dédouble entre les database settings et les user settings. D'accord. Et les user settings sont à ce moment-là stockés en XML séparément du fichier de structure, ce qui vous permet d'avoir un fichier de settings par utilisateur que vous laissez sur chaque environnement sur chaque serveur. Sur chaque serveur. Ok, merci. Bravo. Ceci dit, la première suggestion est bonne aussi. Il faudrait qu'on la garde à l'esprit parce que c'est vrai que souvent, on nous a demandé d'avoir la possibilité de ne démarrer les connexions qu'après avoir fait un certain travail. Et ça, c'est vrai que ça serait bien aussi et on l'ajoutera sûrement pour une prochaine version. Oui, moi j'ai une question sur le support des écrans Retina. On nous a dit ce matin que ça allait venir avec la décarbonisation de 4D, donc si j'ai bien compris dans 2 générations, donc à peu près 3 ans. V14. V14. Ah, V14 déjà. Oui. Ah, je pensais que c'est le support la Retina, décarbonisation totale. La décarbonisation totale, on le planifie pour la V15. Elle n'a pas encore de nom, mais on va dire V15. Par contre, le support de Retina sera disponible dès la V14. Ah, d'accord. Parce que c'est lié à une décarbonisation, si j'ai bien compris, parce que Microsoft Office, qui est aussi en carbone, vient de sortir une mise à jour qui est compatible Retina, alors qu'ils sont restés en carbone. Je doute que Microsoft Office soit complètement carbone. Je pense qu'ils font comme nous, c'est-à-dire que c'est un travail sur plusieurs années, sur plusieurs générations de produits. Donc je sais que Microsoft a commencé ce travail de décarbonisation depuis déjà de nombreuses années. Donc pour revenir à Retina, en fait la problématique c'était de se débarrasser du code QuickDraw de dessin. Toutes les routines de dessin doivent passer de QuickDraw à Quartz uniquement. Et c'est uniquement lorsque il n'y a plus une seule ligne de code qui utilise QuickDraw qu'on devient compatible Retina. Voilà. Donc on est content d'avoir franchi cette étape avec la version 14 de 4D, donc la prochaine, où on n'utilise plus du tout QuickDraw pour dessiner dans 4D dans la V14. Ce qui nous donne, entre guillemets, gratuitement, le support de Retina. Voilà. Donc à ce propos-là, j'en profite pour passer un message. Donc on n'utilise plus QuickDraw, donc en conséquence, les images picked au format QuickDraw ne seront plus supportées. Voilà.
Donc les plugins, on assure une compatibilité, un layer de compatibilité pour simuler le dessin QuickDraw dans un contexte graphique Quartz, ça devient technique. Donc il y aura une couche de compatibilité pour les plugins, mais il faudra que les plugins aussi soient convertis pour supporter Quartz. Mais pour revenir aux images, il est très important que dès maintenant, sans attendre la version 14, vous fassiez le recensement dans vos applications des images que vous utilisez pour être sûr de ne plus utiliser le format PICT. Ni le format PICT, ni le format QuickTime, des codecs de représentation d'images QuickTime, parce que, vous le savez sans doute, Apple aussi réserve QuickTime pour la vidéo, et pour les codecs uniquement d'images, Apple ne supporte plus QuickTime. Donc les images au format QuickTime, comme les images au format PICT, sont dépréciées, deviennent obsolètes, et il faut vraiment que vous fassiez ce travail de recensement. Pour vous aider dans cette tâche, nous avons sorti cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas si c'est encore disponible, dans 4D Pack, dans le plugin 4D Pack, il y a une nouvelle commande qui s'appelle Is Deprecated Picture. Donc c'est une commande très simple, vous passez en paramètre une image et ça vous retourne un booléen, vrai ou faux, pour savoir si l'image utilise du QuickTime ou du PICT. Et si ça vous retourne true, c'est bon. Si ça vous retourne false, il faut à ce moment-là convertir cette image dans un format supporté. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut dans 4D pour convertir des formats d'image, par exemple en PNG ou en JPEG si c'est des formats bitmap, ou d'autres formats si c'est du vectoriel. Oui, bonsoir Laurent et Laurent. Deux petites questions rapides, une qui rassurera certaines personnes avec lesquelles j'ai discuté dans la journée. Est-ce que le développement de Wakanda implique à terme l'abandon du serveur web de 4D? Je connais la réponse, mais autant que ce soit vous qui l'annonciez. Non, non, pas du tout. Non, le serveur web de 4D reste dans 4D. Enfin, on continue à faire évoluer, même alors, c'est vrai qu'on réutilise une partie des technologies de Wakanda dans 4D, mais 4D conserve son serveur web, il n'y a pas besoin de Wakanda. Ok, je savais que ça serait rapide. L'autre question, c'est une question plus perso. Est-ce qu'un jour on aura accès à toutes les propriétés de tous les objets? L'exemple type, c'est des applis que j'ai qui sont fournis à différents clients. J'en ai de plus en plus qui m'en demandent des versions internationales, donc il faut passer sur du Xleaf. Et aujourd'hui, on n'a pas moyen par programmation d'accéder aux propriétés nom de variable, nom d'objet. Accéder au formulaire, on peut, pour générer les Xleaf en automatique et remplacer les noms d'objets par des appels Xleaf. Ce sera la dernière, c'est promis. Remplacer les noms d'objets par une référence Xleaf? Ou le titre de l'objet peut-être? Le titre de l'objet, pardon, oui. D'accord. Donc le titre de l'objet, vous avez une commande objet fixé titre, je crois, c'est title, dès la V13. Alors c'est peut-être une nouveauté de la V13. Mais non, Olivier me fait non. Non, l'idée c'est d'accéder directement à la structure, comme tu le fais d'habitude, en allant dans les propriétés de l'objet, et tu tapes .xleaf, et ta référence est Xleaf. Et l'idée, ce serait de remplacer ça une bonne fois pour toutes dans 4D. Modifier les formulaires par programmation. Dans modifier la structure le nom de la variable directement dans les propriétés, comme on le fait à la main, mais pouvoir le faire par programmation. Aujourd'hui, moi, je sais générer les fichiers Xleaf à partir des objets qu'on récupère avec les commandes lire objet, formulaire, etc. Donc tout ça, il n'y a pas de problème pour générer le Xleaf. La traduction avec, donc le target et le source. Par contre, pouvoir changer le nom par programmation plutôt que le faire à la main, et une bonne fois pour toutes, l'idée, c'est pas de le faire dans l'objet avec fixer le nom ou quoi que ce soit, c'est vraiment en dur. Alors, accès à toutes les propriétés. Nous ne prévoyons pas à court terme de possibilité de modifier par programmation les formulaires dans la structure. Voilà. Pour être franc. On prévoit éventuellement un jour de fournir des possibilités d'import-export dans un autre format, texte, qui vous permettrait de faire des chercheurs remplacés dans du texte et inversé. Par contre, je reviens sur votre besoin précis. Avec le Xleaf, il y a une particularité qui est peut-être mal connue avec le support du Xleaf dans les formulaires. C'est-à-dire que par défaut, vous pouvez mettre des références Xleaf dans vos formulaires en mettant 2 points, une référence Xleaf. Mais même sans toucher à vos noms d'objets dans les formulaires, vous pouvez demander à ce que 4D aille quand même chercher un titre dans les Xleaf. Simplement, il faut structurer les Xleaf de telle manière que vous fassiez des groupes de mémoire. Il faut faire un groupe qui porte le nom du formulaire, dedans un sous-groupe qui porte
le nom de l'objet, et ensuite dedans un resname qui porte le nom de la référence qui sera changé. C'est-à-dire uniquement basé sur le chemin, je crois que c'est décrit dans la documentation, donc uniquement basé sur le nom de l'objet, le nom du formulaire sur sa page et ainsi de suite, 4D ira chercher s'il y a tout hasard dans le XLIF, il n'y aurait pas une ressource localisée à prendre en lieu et place de ce qu'il y a dans le formulaire. Ok, je te remercie, j'irai vérifier, mais ça fait des milliers d'objets à modifier quand même sur des bases. C'est en prenant conscience de ça qu'on a implémenté ce mécanisme. Avec ce mécanisme, il n'y a pas besoin de modifier les objets, c'est l'intérêt. Il y a des questions vers l'arrière. Oui. Oui, bonsoir. Sur les petites installations 4D serveurs, 4D clients, on a un souci d'organisation sur les mises à jour intermédiaires de 4D. Envisagez-vous d'inclure dans 4D serveurs un système de mise à jour des postes clients, les 4D clients en fait sur les postes? Oui, je ne suis pas sûr. Donc, on a cette possibilité dans la mesure où vous utilisez la fonction de build d'application, de construire une application enginée. À partir du moment où vous avez un client enginé, nous vous proposons d'office cette possibilité. Nous ne pouvons pas, enfin, sur la plupart de nos installations, on ne peut pas utiliser de 4D enginé. Pour quelle raison? Parce que c'est des applications jetables pratiquement qui bougent tout le temps, donc on ne peut pas et puis qui sont modifiées même dans la journée même en cours d'utilisation. Donc on a des besoins particuliers et c'est assez fastidieux de passer sur tous les postes pour faire des mises à jour intermédiaires. Je comprends bien que ce soit fastidieux, mais c'est la raison pour laquelle on vous propose de faire un client enginé pour que la mise à jour se fasse automatiquement. D'accord. Bon. C'est la raison d'être du client enginé. Oui, mais on ne peut pas compiler. Donc Ah d'accord. Donc effectivement, c'est une contrainte, il faut pouvoir compiler son application pour profiter d'un client enginé. C'est vrai que ça avait été évoqué de pouvoir faire des clients enginés sur une base interprétée pour l'instant, donc on pourrait revoir cette question-là. Merci. Bonjour, j'aimerais rebondir sur la question précédente des XLIF. Ça veut dire que si on fait donc, le nom de formulaire et puis les éléments à l'intérieur du XLIF, à l'ouverture, il va aller voir d'abord le XLIF pour nommer... C'est super. Exactement, ça. Il n'y a pas assez de publicité sur ça. C'est vrai. Parfois, on ne documente pas assez bien nos... Enfin, on ne fait pas assez de pub. Faudrait... C'est dans la doc, ouais. Bon, merci. Oui, bonsoir. L'Arlésienne habituelle et 4D Write. Alors 4D Write, on a des bonnes nouvelles, mais pour une fois, d'habitude, je lui laisse toujours donner les mauvaises nouvelles. Je vais essayer de donner les bonnes nouvelles. Vas-y. Donc, oui, on a commencé déjà le développement d'un nouveau traitement de texte pour 4D. Voilà. Donc, c'est un nouvel outil de traitement de texte. Ce n'est pas un plugin, c'est directement intégré dans le produit. Ce ne sera plus un plugin séparé. Il est multistyle, on a commencé le développement et en fait, vous le voyez déjà, on a commencé son développement donc en V12 quand vous avez vu l'apparition du texte multistyle. En V13, donc c'est un nouveau moteur de traitement de texte complet qu'on a complètement redéveloppé de zéro en utilisant des routines graphiques système Quartz sur Mac et DirectWrite sur Windows, qui est extrêmement performant. Le format d'échange, c'est du texte balisé, qui s'inspire, sans être exactement du HTML, il s'inspire fortement du HTML, puisque notre priorité, c'est qu'en fait, avec ce nouveau traitement de texte, vous puissiez très facilement faire de l'échange avec du HTML, avec le monde extérieur. Et ce moteur de traitement de texte, on va le faire évoluer progressivement. Donc, je ne peux pas vous promettre que dès la version 14, vous aurez l'équivalent des fonctionnalités de 4D Write dans la version 14, mais vous aurez déjà un aperçu de ce qu'on est en train de faire. Et l'idée, c'est de ne pas attendre que l'ensemble des fonctionnalités de 4D Write soient finies d'implémenter pour vous en faire profiter. On vous livrera progressivement les fonctionnalités à mesure qu'elles sont réalisées dans les différentes versions de 4D. Donc on a commencé en V13, on continue en V14 et on continuera en V15. Et dans le même temps, on continue le support complet de 4D Write. Et non seulement on va reprendre les fonctionnalités de 4D Write, mais on va enfin ajouter celles qui manquaient.
En particulier les tableaux. Oui, sur la base du questionnaire qui avait été envoyé. Voilà, exactement. Et le retour que vous avez. Et la compatibilité sera... Alors la compatibilité, les documents seront compatibles, le code ne le sera pas. D'accord. Donc, par contre, ça pourra relire les documents, les convertir, mais pas le code. On a le droit aux questions qui fâchent. Oui. Le serveur sans interface sous Linux, est-ce qu'il y a une version pour laquelle il est prévu? Dès qu'on a fini la décarbonisation... On a déjà un serveur sans interface sous Linux. Non, mais on va... Non, bon, blague à part. Il y a un certain nombre de choses encore qui restent dans 4D cette fois, indépendamment de l'interface, qui ne fonctionnent pas directement sous Linux. Donc sur lesquelles on est en train de travailler. Parce que même sans interface, il y a des choses qui utilisent les librairies graphiques. Par exemple, on parlait des images, de la manipulation des images sur le serveur pour par exemple, les mots-clés sur les images en IPTC. Bon, il faut relire l'image, elle est JPEG. Bon, il y a un certain nombre de choses qui passent par les librairies graphiques système. Bon, on pourrait, à la limite, refaire une librairie nous-mêmes qui ne passe pas par le système. Puis on n'a pas vraiment besoin, pour ces choses-là, de manipuler directement l'objet graphique. On peut extraire uniquement la partie mots-clés. Mais si on veut générer des vignettes, là, il faut quand même passer par les librairies graphiques. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses. Mais c'est vrai qu'on avance de plus en plus sur le serveur sans interface, justement pour pouvoir fonctionner de façon un peu plus autonome. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je voulais juste mentionner que Wakanda Server est déjà disponible sous Linux, sans interface. Ce n'est pas 4D. Par contre, ça utilise beaucoup de technologies en commun avec 4D. Donc une partie des technologies est Linux ready. Mais comme l'a expliqué Laurent, il y a quantité de choses en 4D. Par exemple, on nous a demandé beaucoup le support de 4D Write et 4D View sur les serveurs Windows 64 bits. Donc ce qu'on va faire dans V14, 4D Write et 4D View vont être disponibles sur le serveur Windows 64 bits. Ce genre de plugin, typiquement, ça va être difficile de les porter sous Linux. Et pendant qu'on est sur le serveur ou même sur le client, quand on a des interfaces 4D, qu'on veut pouvoir choisir la langue en fonction du poste, par exemple si on a un serveur avec des clients italiens, d'autres allemands, on peut très bien avoir l'interface de supervision du serveur, par exemple, et on veut qu'elle soit dans la langue de l'utilisateur. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'avoir toutes les XLIF de 4D dans toutes les langues pour pouvoir dire cette interface, je la veux dans telle langue au moment où elle est chargée? Alors, la langue de votre applicatif, il y a une commande pour changer la langue, vous devez la connaître. Mais effectivement, la langue de nos propres dialogues qu'on fournit à l'utilisateur, il n'y a pas de moyen direct de changer la langue. Il y a un moyen indirect qui est simplement de retirer les dossiers LPROJ qui déterminent... Chaque langue a son propre dossier de localisation dans notre produit. Donc, une fois que vous avez fait votre client serveur enginé, ça devient votre applicatif, vous pouvez retirer certains LPROJ pour forcer l'utilisation de certaines langues. Oui, mais là, ça va être au niveau du serveur, quand on veut avoir des clients de langues différentes. Les clients engineers a le même principe, il a aussi des dossiers LPROJ, donc vous pouvez faire un client italien, un client allemand, un client français. Par contre, ce ne sera pas possible de dynamiquement sélectionner telle ou telle langue, malheureusement. Et on peut, sans qu'il y ait la ressource du code elle-même, parce qu'on veut que le code soit toujours en français, parce qu'on a écrit des procédures... Tu vois la différence? Le code, il ne faut pas qu'il change de langue. Votre code 4D? Non, pas notre code 4D, mais l'interprétation du code. Il y a une ressource, en tout cas autrefois, il y avait une ressource qui contenait tous les ordres if ou si. Ah d'accord. Cette ressource-là, il faudrait qu'elle soit séparée, qu'elle ne soit pas dans les mêmes XLIF. Si vous voulez vous protéger des exécutés formules avec... Je vous incite à utiliser la commande qui est getCommandName, qui en fonction d'un numéro vous retourne le nom de la commande dans la langue courante. Je sais que c'est un peu plus fastidieux. Pour l'instant, c'est la solution qu'on recommande, de construire vos formules de cette manière-là pour vous protéger d'un changement de langue. Mais pour rebondir, donc on sait que c'est une demande et je pense que dans un avenir proche, on vous proposera, par exemple, de toujours demander à toujours travailler en anglais ou toujours travailler en français quoi qu'il arrive, pour les commandes du langage. Merci, c'est ça.
Il nous reste un peu plus de 5 minutes, donc je pense qu'on a la place pour 2 ou 3 questions. Oui. Oui, je voulais juste revenir sur la politique de versionning, la politique commerciale de versionning. Au bout d'un certain temps, une fois qu'une version est sortie, vous considérez qu'elle est mûre, et donc la version d'avant, vous cessez la commercialisation, sauf forcing, exception ou autre. Ça se comprend, hein, là-dessus il n'y a pas de problème. On peut noter aussi d'ailleurs que si on compare à des années passées, le temps nécessaire pour qu'une version puisse être considérée comme mûre et exploitable en production a diminué, et c'est quelque chose qui est très très positif pour nous. Il n'en reste pas moins que ça reste variable, ce temps. Et qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'une version sort qu'on peut démarrer un compteur à partir de ce moment-là en se disant, au bout d'un an et demi, on va considérer à partir de la sortie que c'est normal que la version précédente passe off. On est en V12, on compte passer en V13, c'est pas possible, il y a encore trop de bugs ouverts, et pourtant il va y avoir bientôt cette commercialisation qui va cesser. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, c'est une suggestion, que vous fassiez appel à une espèce de conseil des sages, qui seraient des personnes extérieures à 4D, des clients privilégiés que vous seuls choisiriez, qui déploient massivement des applications et qui, eux, décideraient du moment où on peut considérer qu'effectivement la version, elle est mûre, il n'y a aucun problème à la passer en production et que le compteur de temps ne démarre qu'à ce moment-là. Dans les faits, c'est un peu ce qui se passe, hein. Par exemple, le fait d'abandonner la 2004 ne s'est pas fait comme ça sur une simple prise de tête. On a discuté avec pas mal de monde, on a vu... Bon, il y a toujours effectivement des gens qui disent « oui, moi j'en ai encore besoin ». On a quand même consulté pas mal de gens, pas mal de gros éditeurs avant de prendre cette décision. Il y a aussi, après, des facteurs qui pour nous sont aussi basés sur des facteurs extérieurs. La 2004 est quand même très fortement carbonisée, si on peut dire. Il y a quand même, il n'y a plus du tout d'évolution. Je sais que les machines sur lesquelles elles fonctionnent ne vont pas bouger, mais il y a quand même des besoins d'évolution au bout d'un moment. On se retrouve avec, la machine va lâcher, Apple ne va plus en reproduire. Et donc, à un moment donné, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder pour une base qui devient de plus en plus petite, qui nous coûte à nous énormément de temps, hein, en développement, c'est très 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 coûteux de garder. Plus la version est vieille, plus ça nous coûte cher, et plus ça nous coûte du temps surtout. Du temps, c'est énorme. Et donc voilà, c'est un compromis, c'est vrai que c'est un compromis. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, je suis absolument d'accord avec cette position, et je ne parlais absolument pas de maintenir des vieilles versions pendant X temps. Je parlais du moment où vous allez considérer que c'est raisonnable de dire qu'une version a une vie, et que cette vie, elle est limitée. Ça, c'est parfaitement raisonnable. C'est juste quel est le point de départ. Et le point de départ, c'est pas la sortie de la version, c'est le moment où cette version, elle est mûre, elle peut être mise en production sans risque par les développeurs et par les éditeurs. Et simplement, ça, j'ai l'impression que c'est souvent pas réellement pris en compte pour des raisons commerciales. En tout cas, c'est une impression. Et en fait, le problème, du coup, c'est que la durée de vie d'une version peut se retrouver très très courte si on est mal tombé, et c'est normal, c'est de la vie de toutes les entreprises qui font des logiciels. Qui entre nous peut dire qu'à chaque fois c'était un super coup et qu'en un mois il n'y avait plus de bugs. Donc on a eu des versions qui en fin de compte n'étaient mettables réellement en production quand on utilisait un maximum les fonctionnalités de 4D que 6 mois, 8 mois, 9 mois plus tard. Et on ne peut pas démarrer le compteur à la sortie, il aurait fallu là démarrer le compteur 9 mois plus tard. C'est vrai, mais généralement, même plus que généralement, pour l'instant, on n'a jamais abandonné la version juste précédente quand on sort une version, justement parce qu'on sait bien qu'elle n'est pas tout de suite exploitable. Bien sûr. Généralement, on garde la version précédente, on garde même la version précédente. Donc, ça nous fait pas mal de... Voilà. Mais parfois, la version précédente, elle n'est pas encore mûre quand la version suivante sort. C'est vrai, il se peut qu'il reste effectivement encore des bugs qui sont accumulés d'une version à l'autre. Surtout, c'est vrai que depuis qu'on a changé, qu'on est passé en V11, V12, V13 sont quand même basés sur le même moteur. Il y a des choses qui ne changent pas. Donc, globalement, on a tendance, quand on corrige un problème, à essayer de le reporter la correction sur les versions précédentes, quand on le peut. Quand il y a vraiment des zones qui ont changé, là, on ne peut plus, parce que ce n'est plus le même code, mais globalement, c'est ce qu'on essaye de faire. On a un système de branch dans les différents outils de source control pour essayer de faire ça le plus possible. On essaie vraiment de le faire le plus possible.
Une dernière question. On risque d'insister parce que c'est le même sujet. En fait, ce n'est pas ce qui s'est produit dans les faits, par exemple avec la version 11, qui n'a jamais été compatible avec Lyon, alors que, enfin, qui n'a jamais vraiment bien marché sous Lyon, alors que la V12 à cette époque-là ne marchait pas du tout, quoi. Et qu'on n'ait pas eu de la V11 sous Lyon, par exemple, ça a été une vraie catastrophe chez certains clients. Et on s'est demandé pourquoi vous ne l'aviez jamais fait, ce truc-là. C'est une bonne question. Pourquoi on ne l'a jamais fait? Non, mais c'est vrai, Lyon est sorti au début où la V12 sortait, quoi. On ne pouvait pas utiliser la V12, c'était la 12.0 de mémoire. Et on n'avait pas de version 11 qui marchait sous Lyon. Et on fait comment, nous? Derrière, on a des gens qui achètent des machines. Alors Apple change ses systèmes tout le temps, je suis d'accord, c'est pénible pour vous, mais ça l'est encore plus pour nous, quoi, parce que les clients, ils n'appellent pas Apple, hein, ils appellent les gens comme nous. Non, je comprends tout à fait votre préoccupation. Bon, sur le support de Lyon, de mémoire, dire qu'une version ne marchait pas sur Lyon, de mémoire, c'était essentiellement deux problèmes d'interface. Je crois qu'il y a eu un crash sur les problèmes d'impression, donc qui ont été assez rapidement fixés, en un laps de temps de quelques semaines. Donc on a sorti de mémoire une version compatible de la V12 au moins assez rapidement. Bon, après, j'entends la demande. Je crois que c'est essentiellement un problème commercial et peut-être aussi juridique, un engagement de responsabilité, puisque je comprends que ce que vous voulez, c'est pouvoir acheter de nouvelles licences sans garantie de maintenance de notre part, mais simplement pouvoir dépanner vos clients. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Ça, c'était la question initiale. Ensuite, ça a dérivé sur le support de plusieurs générations de produits. Non, mais bon, là, pour Lyon, il y a peut-être eu effectivement la V11 ne fonctionnait pas sur Lyon, la V12 venait de sortir. Alors c'est vrai qu'on a mis l'accent sur la correction des problèmes sur la V12 et la V11 a continué à ne pas fonctionner sur Lyon, pas complètement. Il y avait quand même bon, il se trouve que Lyon a quand même, de la part d'Apple, imposé un certain nombre de changements internes qui coûtaient et qu'on n'a pas pu reporter en V11 simplement, justement, parce que c'était des modifications substantielles. Donc, bon, on se retrouve. C'est vrai que dans le cas d'Apple, on a un petit peu plus de problèmes que dans le cas de Microsoft. Il y a un peu une marche forcée. C'est vrai qu'ils ont tendance à se dire, bon, bah, on pousse. Ils supportent beaucoup moins les anciennes versions. On n'a pas ce problème avec les API Microsoft, qui sont quand même beaucoup plus faciles à maintenir dans le temps. Mais bon, on essaiera de faire mieux. Une dernière question, Christophe, et on est obligé d'arrêter. Une question chacun, alors. Au niveau de la communication Wakanda 4D, est-ce qu'il est prévu qu'on puisse, par synchronisation, transférer des binaires, donc sur le protocole 4D Sync, HTTP? Première question. Et puis deuxième question, sur ce qu'on a vu ce matin, qui est fabuleux, la possibilité d'avoir un lien dynamique Wakanda 4D. Est-ce qu'on peut faire un héritage sur les tables 4D dans Wakanda pour leur rajouter des attributs? Oui. Alors, pour la partie 4D Sync, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait que je vois, toi tu le sais, si c'est prévu en binaire. Non, ce n'est pas prévu à court terme. Bon. Donc la synchronisation par SQL supporte le binaire pleinement. Par contre, par HTTP, pour l'instant, on ne le supporte pas. Bon. En revanche, pour ce qui est de la connexion Wakanda 4D, quand on ouvre, il se trouve que tout le code de gestion des data models est réintégré dans 4D V14. Donc, par défaut, 4D prend la structure d'une base 4D et crée des data classes dessus. Mais on aura la possibilité d'ajouter son propre fichier de définition pour étendre cette structure générée automatiquement, dans lequel on peut mettre des événements, on peut mettre... La seule chose, c'est ça va être en plusieurs étapes, parce qu'il va nous falloir ajouter, en fait, un jour du code JavaScript côté 4D, pour pouvoir supporter la même logique de programmation que dans Wakanda. Dans un premier temps, ce qu'il est prévu de faire, c'est que sur le serveur Wakanda, qui est connecté à 4D, on peut étendre les classes qui viennent de 4D, mais on n'a pas les mêmes performances, puisque là, la partie interprétation se fera
à chaque fois sur des données remote avec des temps de latence. Mais ça fonctionnera. Merci, je suis désolé, il va falloir qu'on arrête cette séance. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Laurent. Alors, j'ai 2 informations à vous donner avant que vous quittiez la salle. C'est très bien que Christophe ait posé la dernière question parce que ça le concerne. Il y a des gens qui se sont bousculés à sa porte pour faire l'atelier et malheureusement, il ne peut pas accepter plus de 15 personnes à la fois. Donc, est-ce qu'il y aurait des candidats pour une session supplémentaire demain? Si vous pouvez lever la main que je puisse vous compter, vraiment bien, franchement.